Bonjour à tous et donc bienvenue dans ce webinaire qui est consacré dans la situation un peu particulière que nous vivons, un post-Covid, à une question qu'on a décidé de traiter, qui est comment faire passer mes demandes d'achat en priorité chez les fournisseurs. Donc par DA, quand on sera amené à en parler là pendant cette heure et demie qu'on va parler en place, on entend les demandes d'achat. Quand on parle en achat de demande d'achat, pour m'en parler, on fait souvent référence en interne aux demandeurs, aux clients internes qui vont nous solliciter sur un besoin et pour traiter ça. Mais on peut aussi très bien utiliser ce terme pour parler de nos demandes qui sont envoyées à nos fournisseurs, que ce soit une commande, une demande de délai, etc. Et c'est là-dessus qu'on va travailler aujourd'hui parce que suite au Covid, il y a eu des fermetures d'usines, il y a eu des fournisseurs qui ont été impactés, qui ont fermé, qui ont eu des problématiques de matières premières. Et dans cette situation particulière, c'est pas toujours évident d'avoir les réponses à ces questions ou de pouvoir avoir sa commande qui va être livrée dans les délais. Voilà comment je propose d'organiser ce webinaire. J'ai prévu, on est d'accord, hein, on est sur un webinaire expert ici, qui dure que 45 minutes, donc on n'aura pas forcément le temps de faire un tour de table de l'ensemble des participants, des attentes et de donner la parole à tout le monde avant la conférence. Par contre, il y a un outil spécial qui existe, qui s'appelle le Q&A, donc c'est questions et réponses. Vous avez cette option-là qui est accessible dans votre menu. Vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez pendant la conférence ou après la conférence. Et donc, on aura un temps réservé d'une grosse demi-heure pour les échanges, les cas particuliers, les questions-réponses qu'on pourra traiter à ce moment-là, si ça vous convient. Pour que ce travail soit un peu plus pertinent, ce que je vous propose, c'est qu'on travaille ça sur ce que j'appelle un fil rouge. L'idée, c'est quoi? C'est que vous allez m'écouter parler pendant une grosse demi-heure. Bon, c'est bien, mais c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est en quoi est-ce que ce que je vais dire et les éléments que je vais vous présenter vont vous aider dans votre travail quotidien à améliorer votre fonctionnement auprès de vos fournisseurs. Donc, je vais vous demander à chacun de prendre 30 secondes pour réfléchir et écrire là sur un papier à côté de vous une situation particulière. Un fournisseur, une demande d'achat, ça peut être une commande, ça peut être un devis, ça peut être une négociation sur des prix, ça peut être une négociation sur des délais, ça peut être quoi que ce soit. En tout cas, vous vous dites, tiens, j'ai une demande que j'ai fait à mon fournisseur, il faut qu'elle passe en priorité, il faut qu'il prenne le temps de répondre à cette demande-là. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux mettre en œuvre pour ça? Et donc, à chaque fois que je vous présenter un outil, une technique, une solution, je vais vous demander de l'appliquer sur ce cas particulier, sur ce fil rouge. Pourquoi? Tout simplement parce que l'objectif de ce webinaire, c'est de vous aider à faire face à la situation. Donc, on va, grâce à ce fil rouge, vraiment être sur un cas d'application précis. Ça vous convient? Donc, allez-y, je vous laisse encore quelques instants pour réfléchir à votre fil rouge. Je vois qu'il y en a encore quelques-uns qui se connectent. Quand c'est bon pour vous, quand vous avez trouvé votre fil rouge, merci de m'écrire en commentaire que c'est OK, que vous l'avez en tête. Et pour ceux qui nous ont rejoints entre-temps, on va démarrer donc cette présentation de 45 minutes sur un moment d'échange juste derrière. Donc, pour ça, il y a un module dans l'outil de Q&A, donc questions et réponses, qui vous permet de poser des questions et qu'on puisse y répondre pendant ou après la conférence. Et avant de commencer, je vous demande donc de visualiser un fil rouge, un cas particulier avec un fournisseur, que ce soit une demande d'achat, une demande de devis, que ce soit une demande de prix, une problématique de délai qui vous pose problème aujourd'hui dans cette situation post-Covid et pour lesquelles vous dites il faut que cette demande passe en priorité chez mon fournisseur. Je vous laisse m'écrire dans le chat quand vous avez votre situation qui est identifiée et quand vous êtes prêt à démarrer. Je vais laisser un poil ça. Voilà. OK, allez, ready. Alors, on est parti. On aura certainement l'occasion d'en reparler après le webinaire, dans la session questions-réponses, mais on vit une période
tout à fait particulière. Hein. Là, il n'y a pas de secret là-dessus. On en est tous conscients. On l'a tous remarqué dans nos quotidiens. Ça fait plusieurs années que la tendance change un peu, où il y a des années, on était dans une situation où l'acheteur avait tous les pouvoirs et le fournisseur venait essayer de récupérer un peu d'activité. Et petit à petit, sur tout un tas de commodités, de sujets, de familles de produits, on se rend compte que c'est plutôt les fournisseurs qui commencent à avoir le pouvoir et l'acheteur qui doit faire ce qu'il peut pour réussir, s'assurer d'avoir les bons prix, réussir d'avoir de la matière, d'avoir du capacitaire chez son fournisseur. Et ça change vraiment le rapport de force par rapport à ce à quoi on a pu être habitué les années précédentes. Et dans cette situation post-Covid, dans cette situation de redémarrage d'activité, eh bien, on se rend compte qu'on a des fournisseurs qui sont à la traîne, qui sont dans des situations difficiles, qui n'ont pas les stocks nécessaires sur les marchandises, qui ont des personnes qui sont encore en chômage partiel ou en chômage technique et donc qui ne sont pas disposés. Et donc, on s'aperçoit qu'il y a des lenteurs, il y a des difficultés chez nos fournisseurs pour traiter nos demandes d'achat. Et ça, c'est clairement un problème. C'est clairement un problème parce que en tant qu'acheteur, on a nous des impératifs clients, on a des demandes internes à satisfaire, et il faut faire face à ce genre de situation. Donc, on va prendre un cas, chacun dans son coin, hein, que ce soit j'ai une commande d'un client, il faut que je réussisse à négocier un bon prix avec mon fournisseur pour pouvoir avoir la marge suffisante pour traiter cette demande, ou j'ai un client qui me demande un produit, mais par contre il lui faut dans un délai qui est très court et mon fournisseur m'annonce un délai supplémentaire, et donc il faut que je fasse passer ma commande en priorité parmi toutes celles que le fournisseur peut avoir reçues. L'élément en préambule de tout ce travail sur faire passer sa demande d'achat en priorité, c'est de définir quel est son objectif. Ça, c'est un élément qu'on retrouvera systématiquement. Ça peut vous paraître évident, ça peut vous paraître stupide, et pourtant, c'est un des éléments clés pour permettre à cette situation de fonctionner. Pourquoi ? Vous allez appeler votre fournisseur en disant « il faut que ma demande passe en priorité ». Mais ça veut dire quoi en priorité ? Est-ce que ça veut dire qu'il faut que ce soit livré demain? Est-ce qu'il faut que ce soit livré dans 15 jours, dans 3 semaines? Est-ce que ça veut dire qu'au niveau prix, il faut qu'il baisse de 5%, de 10%, de 20%, hein? Ce qu'on remarque, c'est que pour atteindre un objectif, il faut que cet objectif soit exprimé. Ça a deux intérêts. D'abord, ça montre à votre fournisseur où est la cible, quel est le point à atteindre. Et donc, il a une idée très claire du sujet. On aurait une tendance naturelle à faire ce qu'on appelle jouer au chat et à la souris et dire au fournisseur « Ah, il faudrait réduire les délais. Ah, encore un peu, encore un tout petit peu. » Non, si vous avez un objectif qui est clair, qui est défini, il faut lui annoncer cet objectif-là, que ce soit pour un délai ou que ce soit pour un prix. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est pour vous, dans votre préparation, dans votre argumentaire, dans la manière que vous aurez de vous adresser avec votre fournisseur, si vous avez une idée très claire de quel objectif vous voulez atteindre, ce sera beaucoup plus facile, beaucoup plus pertinent pour vous d'argumenter, de dérouler votre scénario pour atteindre votre objectif. Mais pour ça, il faut que votre objectif il soit exprimé et qu'il soit clair. Donc voilà, c'est l'élément en préambule du sujet, c'est de définir son objectif. Une fois que votre objectif est défini, il va falloir vous poser une question, et pas des moindres, c'est votre objectif, comment il se situe par rapport à la situation du fournisseur. Donc, sur la diapositive là, que je présente, que vous devez tous voir normalement, je montre différentes situations. Alors là, je la montre sur un niveau de prix, mais ce serait tout autant valable si on parlait d'un fournisseur. Est-ce que tout le monde voit mon pointeur ici? Vous le voyez ici qui s'affiche? Parfait. Donc, la situation la plus facile, c'est quoi? On a un vendeur ici qui annonce un prix à 130, mais qui est prêt à négocier et à descendre à 110. On voit ici un acheteur qui annonce un prix souhaité à 100, mais on sait qu'il peut aller jusqu'à 115. Donc ça, c'est un objectif qui sera facile à atteindre puisqu'il y a une zone d'accord entre 110 et 115. Vous allez pouvoir vous mettre d'accord entre l'acheteur et le vendeur à 110, 111, 112, 113, 114, 115. D'accord? Après, c'est juste une question de marge de négociation, mais c'est faisable. Quand on a, même situation, un acheteur qui part à 100, un vendeur qui part à 130 et que le seul point d'accord, c'est 115, là, on est sur une négociation qui est difficile. Pas impossible, faisable, mais difficile. En revanche, si l'acheteur démarre à 100 et est prêt à monter à 110, que le vendeur démarre à 130 et est prêt à descendre à 115, on est sur une négociation impossible. Impossible parce que les deux parties n'arriveront jamais à se mettre d'accord. Donc, première étape, c'est important de définir son objectif. Deuxième étape, c'est important de se poser la question, est-ce que mon objectif est atteignable
ou pas. Alors là, je donne l'exemple sur les délais, mais sur les prix, mais c'est tout autant faisable et réalisable sur les délais. Vous avez aujourd'hui un fournisseur qui a besoin d'un délai de fabrication de 4 semaines fabriquer une pièce en métal usinée et ensuite assemblée. Sur les 4 semaines, il a 2 semaines d'approvisionnement matière, puis 2 semaines de fabrication. Si vous le dites de réduire ce délai à 2 semaines et qu'il n'a pas la matière en stock, ce ne sera pas possible. Ce ne sera pas possible. Donc, il faut être capable de faire des demandes qui soient réalistes, réalisables, sinon ça ne fonctionnera pas. Alors, je fais une première parenthèse sur le sujet. Ça veut dire que c'est très important de connaître vos fournisseurs, leur situation, et de savoir exactement quelles sont leurs marges de manœuvre, leur délai de fabrication, leur délai d'approvisionnement, comment ils sont organisés, comment ils stockent, etc. Ça, c'est la première. Et la deuxième, c'est que quand on part effectivement sur une négociation ou une demande d'achat que l'on souhaite négocier avec son fournisseur, ça va être peut-être de soi-même prévoir un plan B, de se dire si j'annonce un prix à 110 et que je me rends compte que c'est impossible, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je romps la négociation, la discussion avec mon fournisseur, ou est-ce que j'ai une autre alternative à lui proposer? Alors ça, je fais une parenthèse, ça s'appelle un BATNA, Best Alternative to Negotiated Agreements, ou une MESOR en français, la meilleure solution de rechange, d'accord? C'est une technique de négociation qu'on ne va pas aborder là, mais si vous souhaitez un peu plus d'informations sur le sujet, je pourrais en apporter par la suite. Donc, première étape, pour faire passer mes demandes d'achat en priorité, il faut que j'ai une idée très claire de mon objectif, que ce soit quelque chose qui soit simple, qui soit atteignable, qui soit clairement exprimé, d'accord? Il y a un petit outil qui s'appelle l'outil SMART pour réussir à bien exprimer ces demandes, dont on pourra parler si vous le souhaitez. Deuxième élément de réflexion, quand vous êtes en situation de négocier un prix, un délai, une demande d'achat avec votre fournisseur, c'est de réussir à vous positionner sur ce besoin, sur cette situation, afin de clairement adopter la bonne stratégie. Pour ça, il y a un outil qui est assez intéressant qui s'appelle la matrice enjeu-pouvoir. Alors, je ne sais pas si c'est un élément que vous connaissez, mais l'idée, c'est de placer en réflexion amont, avant d'attaquer votre négociation avec votre fournisseur sur votre demande d'achat, de vous poser la question dans quelle situation est-ce que je suis. Et pour ça, vous avez 2 axes. Vous avez un axe enjeu qui est ici et un axe pouvoir qui est ici. Je vous laisse aller dans le chat et répondre à cette question. Pour vous, c'est quoi le pouvoir? Ça veut dire quoi avoir du pouvoir face à un fournisseur? Donc, je vous invite à aller dans le chat pour me répondre. Comment est-ce que vous définiriez le terme pouvoir? C'est-à-dire, quel est moi, en tant qu'acheteur, mon pouvoir dans la situation, dans la négociation que j'ai avec mon fournisseur? Alors, je vois pas beaucoup d'activités sur le chat. Allez-y, lancez-vous. Tentez, même si ce n'est pas la bonne réponse. L'idée, c'est de voir un peu votre ressenti sur la situation. Voilà, super. J'ai Fanny et Sophie qui démarrent. Le poids qu'on pèse chez le fournisseur, c'est exact, c'est très exact. Le poids qu'on pèse fait partie des éléments de pouvoir, mais pas seulement. Si on devait, mon volume d'achat chez le fournisseur, oui, Sophie, le volume d'affaires, Paul, je suis d'accord, on est dans cette dimension-là. Tous ces éléments sont des éléments de pouvoir, mais si on devait donner un terme générique au pouvoir que l'acheteur a vis-à-vis du fournisseur, comment est-ce qu'on pourrait le définir? L'image de marque, ouais. Alors, on se rend compte, grâce à vos différentes remarques, que définir le pouvoir d'un acheteur vis-à-vis d'un fournisseur, c'est pas simple. C'est pas un élément à une seule composante. C'est quelque chose qui a plusieurs composantes qu'on verra juste après. Mais le pouvoir, si on devait le définir, on le définirait comme ma capacité à moi, en tant qu'acheteur, à faire changer mon fournisseur de position. C'est-à-dire, j'ai une demande d'achat avec un délai de fabrication à 4 semaines, je veux le réduire à 3 semaines. Est-ce que j'ai suffisamment de pouvoir pour réussir à le faire? Ça, ce sera la première question à vous poser, c'est quel est votre pouvoir? La deuxième question à vous poser, c'est quel est l'enjeu de cette demande d'achat? Quel est l'enjeu de cette négociation? Donc là-dessus, ça sera clairement une réflexion à avoir. Et je vous repose la même question. Si vous deviez définir l'enjeu d'une négociation, comment est-ce que vous la définiriez? Je vous invite à aller dans le chat là et à écrire un peu comme on l'avait fait tout à l'heure pour le pouvoir. Comment vous définiriez quel est l'enjeu d'une négociation?
Il y a Fanny, Paul et Sophie qui se lancent. Donc, dans le chat, comment est-ce que vous définiriez ce que c'est que l'enjeu d'une négociation? La criticité de l'achat. Si l'achat est critique, il y a effectivement plus d'enjeux que si l'achat n'est pas critique. Alors après, je peux reposer la question, Sophie, comment on définirait la criticité, hein? C'est une autre question qui est sous-jacente, mais quel est l'élément simple qui permet à tous les participants là, du webinaire de pouvoir juger facilement si c'est une négociation à fort enjeu ou à faible enjeu? La capacité de livrer à l'heure, dit Jean-Michel, effectivement, ça peut être un enjeu pour un certain nombre d'entreprises. Mais si vous deviez donner une définition plus générique de l'enjeu, en tout cas, si moi je devais le faire, voilà comment je définirais ce que c'est qu'un enjeu. Plutôt que de voir l'enjeu de manière, comment on le traduit, moi je le verrais de manière négative, à l'inverse, c'est-à-dire que l'enjeu, c'est la conséquence si ma négociation échoue. C'est un élément simple qui me permet de voir si c'est une négociation à fort enjeu ou pas. Si ma négociation échoue, est-ce que je vais être impacté fortement, moi, mon service achat ou mon entreprise? Ou est-ce qu'au contraire, bon, bah, si j'y arrive pas, c'est pas grave. C'est comme ça qu'on va être capable de définir s'il y a un enjeu. Livrer à l'heure peut être un enjeu. Perdre des commandes clients, comme le propose Sébastien, peut aussi être un enjeu. D'accord? Donc ça, c'est l'enjeu. Quelle est la conséquence si ma négociation échoue? Et le pouvoir, c'est quelle est ma capacité de faire changer le vendeur de position. D'accord? Ce que on va faire maintenant que vous connaissez cette matrice et que vous allez pouvoir l'utiliser, vous allez vous positionner. Vous allez mettre une note de 1 à 10 sur l'enjeu, une note de 1 à 10 sur le pouvoir, et regardez comment est-ce que vous vous positionnez dans cette situation-là. Et on retrouve 4 situations de négociation. On va avoir une situation où l'enjeu est faible, d'accord? Bon, si je réussis, je réussis. Si je ne réussis pas, ça ne changera pas la donne pour mon entreprise, ni pour mon service achat, ni pour moi. Donc, c'est une négociation à faible enjeu. Si l'enjeu est faible et que je n'ai pas de pouvoir, c'est-à-dire que je sais que malgré toutes mes tentatives, tous mes efforts, je ne serai pas capable de faire changer mon interlocuteur de position, eh bien, dans ce cas-là, on peut se dire en préparation, ménagement, je n'ai pas besoin de passer du temps, de l'énergie sur cette négociation, puisque j'ai peu de capacité à faire changer mon fournisseur. Et en plus, même si j'y ai arrivé, l'enjeu est assez faible. Deuxième situation, l'opportunisme. Là, au contraire, j'ai un pouvoir qui est fort. Je sais que quand j'appelle mon fournisseur, parce que j'ai du poids chez lui, parce que mon volume d'achat est important, parce que j'ai de la grande notoriété, je reprends les exemples qui ont été cités tout à l'heure sur le chat, je sais que je suis capable de faire changer mon interlocuteur de position. Mais s'il n'y a pas d'enjeu, est-ce que j'ai intérêt à y aller ou pas? Oui, j'ai intérêt à y aller, puisque je suis capable de le faire. Maintenant, il faut que ça me prenne un temps réduit. Donc, mon temps de préparation, mon temps de négociation doit être réduit, condensé, rapport aux enjeux. Si c'est pour gagner 1000 euros et que ça représente un tout petit bout de ce que je négocie habituellement, eh bien, en un coup de fil de 10 minutes, je vais essayer de régler ce problème-là. Si ça me prend plus de 10 minutes, il vaut peut-être mieux que j'abandonne cette négociation pour me concentrer sur les négociations qui sont importantes. Et quelles sont les négociations importantes? Les négociations importantes sont celles qui ont beaucoup d'enjeux et sur lesquels j'ai beaucoup de pouvoir. Ça paraît normal à tout le monde, mais dans cet élément de préparation, c'est important de savoir quel est son objectif et de savoir quel est son positionnement de négociation. Est-ce que je négocie dans de bonnes situations, dans de bonnes conditions, ou au contraire, est-ce qu'il faut que je fasse attention parce que je n'ai pas cette capacité-là? C'est ce qu'on retrouve ici pour les négociations avec de l'influence, avec beaucoup d'enjeux, donc les négociations sous influence. Il y a beaucoup d'enjeux, c'est-à-dire que c'est très stratégique pour moi cette négociation et pourtant, je n'ai pas de pouvoir. Alors ça, vous allez connaître et reconnaître cette situation-là parce que j'imagine que vous êtes nombreux, vous pouvez le témoigner dans le chat si vous voulez, mais vous êtes nombreux à avoir vécu des situations où votre fournisseur est un fournisseur imposé ou en situation monopolistique. Pour vous, au service achat, impossible de changer de fournisseur. Et pourtant, les négociations sont critiques parce que ces achats-là sont critiques, parce que ce projet-là est très important. Et donc, vous avez beau faire tous les efforts que vous pouvez pour essayer de négocier avec votre fournisseur, lui sait qu'il est imposé et qu'il n'a pas trop de risque d'en changer. Et donc, la situation est assez difficile à négocier. Donc, c'est l'élément, je dirais, extrêmement important en amont de votre approche, de réfléchir à cette situation-là et d'essayer de vous poser la question, où est-ce que je me situe dans cette matrice-là, d'accord? Pour vous aider à travailler cette matrice, un exercice très rapide de 2 minutes,
Prenez le temps de dessiner sur un tableau ou sur une feuille blanche la matrice avec les 4 gaz, influence, implication, ménagement, opportunisme, en fonction de l'enjeu et du pouvoir, et essayez dans votre panel d'identifier un fournisseur pour chaque case. Est-ce que vous avez une idée de fournisseur là, en analysant l'enjeu pouvoir, où vous dites là, je suis plutôt dans une situation de ménagement quand je négocie avec lui, un fournisseur avec qui vous êtes plutôt en opportunisme, un avec qui vous êtes en implication, un avec qui vous êtes en influence. Allez-y, prenez le temps de faire ce travail-là, et puis et ensuite on passe à la suite et à un autre outil qui peut exister. Si ce que je dis, est-ce que les éléments que j'amène vous amènent à avoir des questions, utilisez le mode Q&A, questions et réponses que j'ai activé là, qui vous permet de poser en live des questions et on y répondra soit pendant, soit après la conférence. Et vous pouvez aussi, si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les poser dans le chat, que je suis en même temps, et je pourrai y répondre. C'est bon, vous avez identifié des fournisseurs à mettre dans chacune de ces cases. Est-ce que c'est assez clair pour vous, la matrice enjeu pouvoir, et comment l'utiliser? Alors, s'il y en a qui sont intéressés, on a développé un outil au format Excel avec une dizaine de questions qui vous permettent de juger en interne de l'enjeu et du pouvoir. Donc voilà, c'est un élément qui peut être intéressant sur des négociations notamment critiques. On a du mal à se positionner. Il y a certaines qui sont très simples, d'autres qui sont plus complexes. Pour celles qui sont plus complexes, voilà, n'hésitez pas à utiliser cet outil que je pourrais vous mettre à disposition si ça vous intéresse pour préparer ces situations-là. Ok, donc si c'est clair, je rappelle d'abord son objectif, ensuite quelle est la situation et comment je me positionne par rapport à ça. Pour vous aider à identifier le pouvoir, je voulais qu'on parle des 7 composantes du pouvoir. Je fais une parenthèse rapide, mais c'est très important de comprendre que son pouvoir par rapport au fournisseur, c'est très complet. C'est important pourquoi? D'abord parce qu'on peut avoir l'impression d'avoir du pouvoir alors qu'on n'a qu'un ou deux critères de pouvoir et que le fournisseur va en avoir 5 de son côté. Vice-versa, on peut avoir l'impression de ne pas avoir de pouvoir alors qu'en reprenant chacune des 7 composantes du pouvoir, on va se rendre compte que finalement, on a un petit peu de pouvoir dans cette situation-là. Allez, je vous renvoie au chat. À votre avis, quelles sont les 7 composantes du pouvoir? Il y en a un qui a déjà été cité tout à l'heure. Si je reprends un peu l'historique du chat, c'est l'histoire du volume. Quel est mon volume? Quel est mon poids chez le fournisseur? Si j'ai beaucoup de poids, si je pèse 20 ou 30% de son chiffre d'affaires, j'aurai forcément du pouvoir. Si j'en pèse 0,3%, là, ce sera plus difficile. Selon vous, quels sont les autres éléments qui rentrent dans la composition du pouvoir? Donc le poids, le volume. On a parlé de la notoriété, l'image de marque. C'est bien une deuxième composante du pouvoir. C'est Stéphane qui mentionnait ça tout à l'heure, d'accord? Quels sont les autres éléments que l'on peut reprendre? Le niveau de partenariat que citait Paul tout à l'heure, effectivement, ça peut entrer en considération. L'historique de la relation, Paul, c'est vrai, c'est exact. Un fournisseur que l'on connaît, avec qui on a construit quelque chose, c'est sûr que c'est un élément de confiance, en fait, ce qui est important. Pareil sur le respect des délais de paiement. Respecter ces délais de paiement, montrer à son fournisseur qu'on paye rubis sur l'ongle et à l'heure, c'est un élément de confiance pour dire au fournisseur, attention, moi je vous demande ça, mais je vous le demande parce que j'en ai besoin, je ne vous le demande pas par hasard. La preuve, vous pouvez me faire confiance, hein, j'ai toujours payé mes factures à l'heure. Est-ce que vous avez d'autres éléments de pouvoir selon vous? Ah, il y a Paul qui a une autre idée et qui est en train de l'écrire sur le chat. On attend sa réponse. Sophie aussi. Exactement, Paul. Il faut l'utiliser à bon escient, cette confiance, et pas en abuser, hein, parce que si on en abuse, il y a un moment où ça pourrait rompre la relation. Voilà pour moi 7 composantes du pouvoir, et on va retrouver une des composantes qui vient d'être citée par Sophie. La première, c'est le poids, c'est le volume. La deuxième, c'est le choix. Est-ce que moi, en tant qu'acheteur, j'ai le choix? Est-ce qu'il y a un marché fournisseur ou est-ce que j'ai un seul fournisseur qui est capable de m'offrir ce produit-là? Si je n'ai pas le choix, forcément, le vendeur aura plus de pouvoir que moi parce que je n'aurai pas le choix que de lui passer une commande.
Ma capacité d'influence en interne chez les interlocuteurs, en externe chez les interlocuteurs de mon fournisseur, l'influence en interne chez mes interlocuteurs et mes clients internes, ma capacité d'influencer, peut-être de mettre quelque chose de plus dans la balance pour ma négociation. Bah, si vous faites ça, je rajoute cerise sur le gâteau cet élément-là qui pourrait vous intéresser. Voilà, ça peut faire partie aussi de ces éléments. On parle, enfin, Sophie et Paul là, parlaient de recherche R&D, d'implication du fournisseur. Oui, c'est clair. Ça revient à la notion de confiance que l'on a pu construire avec ce fournisseur-là. L'influence et ma capacité à proposer quelque chose, sa contrepartie, c'est la sanction. Est-ce que je suis capable de punir quelque part? Bah, si à la fin de la négociation, j'ai toujours pas obtenu mon délai de 3 semaines alors qu'il est annoncé 4 et que j'en ai absolument besoin, il faut que je sois capable de dire, attention, si vous m'aidez pas sur celui-là, bah, faut pas compter sur moi sur les autres commandes, sur les autres besoins ou sur la négociation annuelle de fin d'année. Hein. C'est la sanction. Voilà. On peut aussi l'utiliser. L'information, ma connaissance globale du sujet, du terrain, on revient avec l'historique, est un élément important. Et le dernier élément, c'est le temps. Si je dois passer ma commande absolument ce soir, eh ben, j'ai moins de capacité de négociation avec mon fournisseur que si j'ai un peu de temps pour le faire. Et donc, ces 7 composantes du pouvoir qu'on vient de voir, on peut les répartir comme sur un boulier et se poser la question, le pouvoir, il est où? Il est plutôt à l'acheteur, il est plutôt au vendeur? Je positionne le poids, j'ai positionné le choix, j'ai positionné l'influence, la sanction, l'information et le temps. Et je fais la balance entre les deux, de voir un peu sur quel côté penche la balance. Est-ce qu'on est plutôt côté vendeur, plutôt côté acheteur, pour me poser la question de qui a le plus de pouvoir. Voilà, une fois que vous avez prévu et préparé ces éléments, vient le moment où vous allez appeler votre fournisseur pour faire passer votre demande d'achat en priorité. Alors, on est sur de la gestion d'urgence en ce moment. Nombreux sont les acheteurs qui font face à de la gestion d'urgence. Donc, on est plutôt sur des négociations par téléphone plus que sur le temps de prendre un rendez-vous. Hein. D'autant plus que beaucoup d'entreprises ont encore des protocoles de sécurité qui fait qu'on ne reçoit pas les fournisseurs. Quoi qu'il en soit, il va falloir préparer un tout petit peu cet appel. Et pour ça, il y a un élément technique qui fonctionne extrêmement bien, c'est la méthode APB. Je vous invite une nouvelle fois au chat. À votre avis, APB, la méthode APB, donc APB sont les initiales de 3 mots, renvoie à quelle notion? Est-ce qu'il y en a qui connaissent cette technique-là? Je vous laisse me l'écrire dans le chat si c'est le cas. Non, Xavier, c'est pas une méthodologie qui t'est familière. Les autres, est-ce que vous avez des éléments sur la méthode APB? Je laisse Stéphane écrire non plus. OK. Alors, la méthode APB, elle est formidable. Vous ne pourrez plus vous en passer une fois que je vous l'aurai montré. Ce sont les initiales de avantage, preuve, bénéfice. Pourquoi? Parce que quand on exprime un argument, l'objectif, c'est de convaincre son interlocuteur. Quand on exprime son argument, la manière que l'on aura d'exprimer va préparer ou donner plus de chances, plus ou moins de chances à ce que mon argument fonctionne et fasse changer mon interlocuteur d'avis. Et un des éléments qui a été reconnu par les psychologues et tous les gens qui ont travaillé sur cette technique-là, c'est d'utiliser cette méthode APB, c'est-à-dire avantage, preuve, bénéfice. Avantage, j'explique quel intérêt mon interlocuteur va avoir à atteindre mon objectif. Hein. Quand on négocie avec son interlocuteur, finalement, peu importe le service que ça vous rend à vous, ce qu'il faut exprimer, c'est le service que ça rend à votre interlocuteur. Si vous dites à votre fournisseur, il faut baisser les prix parce que j'aurai une promotion, ça n'intéresse pas du tout. Par contre, lui dire, il faut baisser les prix parce que vous aurez la commande, ça l'intéresse. Et il faut systématiquement se forcer, quand on exprime un argument, à le faire de sorte à exprimer l'intérêt de son interlocuteur. C'est très important de le faire de cette manière-là. Ça, c'est l'avantage. Si vous voulez que votre argument soit en béton armé, ce qu'il faut, c'est que cet avantage-là amène une preuve. Vous lui prouvez que ce que vous dites est vrai. Vous pouvez dire, vous vous souvenez la dernière fois dans la négociation quand je vous ai demandé quand vous avez atteint le prix objectif, est-ce que je vous ai passé la commande la soir même comme je m'y étais engagé? Oui, voilà. C'est un élément de preuve. Si je vous dis qu'à ce prix-là, vous avez la commande, vous pouvez me croire, vous pouvez le faire. Un élément de preuve. Et bénéfice, c'est quoi? C'est s'assurer, on reformule et on mâche un peu le travail dans l'esprit de son fournisseur ou de son interlocuteur. Hein, ça marche aussi bien pour une négociation interne. On lui mâche le travail en lui exprimant quel intérêt est-ce que lui va y trouver.
Donc, c'est de cette manière-là qu'on va essayer d'exprimer systématiquement son argument, l'avantage, la preuve, il faut qu'elle soit factuelle, il faut qu'elle soit vérifiable, et le bénéfice, qu'est-ce qu'il va y gagner. Je vous donne un exemple. Plutôt que de dire à son fournisseur, bah écoutez, ça serait bien d'avoir une commande avec nous. Sous-entendu, on est une entreprise de forte notoriété, ce serait une belle image de marque, hein, même si c'est ce que vous voulez dire. Exprimez clairement l'intérêt de votre fournisseur. Dites-lui, écoutez, notre entreprise, elle est citée dans tel et tel magazine, elle a été nominée à tel et tel award, etc. Voilà, c'est un élément de preuve pour montrer notre côté haut de gamme, pour montrer notre renommée, et traduisez-le en bénéfice. Cela veut dire que vous pourrez citer notre nom en tant que client dans vos revues commerciales, dans vos présentations, et cela aura un avantage pour vos clients. Moi qui ai travaillé dans l'automobile, c'est un argument qu'on nommait assez souvent aux fournisseurs en disant, si vous travaillez pour nous, c'est un gage de qualité, c'est un gage de savoir-faire que vous allez pouvoir revendre à d'autres entreprises dans d'autres secteurs. Prenons un autre exemple. Vous avez la possibilité d'attribuer à ce fournisseur-là un volume supplémentaire. Il y a une commande et puis il y a une autre petite commande à côté qui pourrait suivre. Il va falloir lui dire, et c'est un argument, d'accord? Et donc, je lui dis, bah, écoutez, voilà, j'ai cette commande-là et j'ai une autre commande qui est prête là à vous consulter dans la foulée auprès de celui qui aura eu cette première commande. Cela veut dire que sans effort, vous allez être capable non pas de regarder un business, mais la globalité des deux. Voilà. Alors, j'ai donné quelques autres exemples là, sur le slide que vous voyez, mais l'idée est systématiquement d'exprimer ces arguments de manière APB. C'est clair pour tout le monde, l'outil APB ou pas? Est-ce que vous pensez que ça peut vous aider dans vos situations de négociation? Vous pensez que c'est un élément qui a du sens pour votre quotidien? Stéphane dit que oui. Pareil pour Xavier. Donc, ce que je vous propose, ok, Sophie, pareil pour tout le monde. Ce que je vous propose, c'est qu'on le teste, cet outil-là, pour vérifier que ce soit bien clair pour tout le monde, avec un tout petit exercice d'argumentation. Je vais vous donner une situation, d'accord? Vous venez de recevoir une nouvelle commande d'un client, une commande qui est très urgente, d'accord? Et votre seule capacité à l'avoir, cette commande, c'est d'être capable de tenir le délai. Et pour ça, il faut que votre fournisseur réduise son délai, qui était initialement de 4 semaines, à 2 semaines. Alors, dans la situation actuelle, nombreuses entreprises souffrent un petit peu économiquement, donc il n'est pas question de perdre une commande d'un client. Donc, vous avez en tant qu'acheteur une grosse pression pour pouvoir répondre à cette demande. J'aimerais que vous identifiez un argument, d'accord, un avantage, et que vous le formuliez en utilisant cette méthodologie APB. Je vous laisse me répondre dans le chat. Et Fanny, j'ai bien noté ta question, d'accord? Je n'y manquerai pas d'y répondre juste après. Donc, c'est sur la question de Fanny qui concerne les éléments de preuve. Et on y reviendra tout à l'heure quand on traitera la question-réponse, d'accord? Une fois que j'aurai passé les différents éléments, je pense que cela pourra t'aider à répondre à ton besoin, à ta question. Je vous laisse réfléchir à cet exercice. Vous venez de recevoir une nouvelle commande client très urgente. C'est une belle opportunité pour votre entreprise. En revanche, pour pouvoir la satisfaire, il faut que vous puissiez demander à votre fournisseur de réduire les délais. Comment est-ce que vous pourriez formuler votre demande en utilisant la méthodologie APB? Allez, n'hésitez pas à vous jeter à l'eau et à répondre dans le chat en faisant une proposition de formulation d'argument. Allez, Stéphane est en train de se lancer, c'est super. Allez-y, lancez-vous. Alors, Stéphane dit que cela confortera votre position chez nous pour les marchés futurs. Donc ça, c'est un bon argument de dire, bah voilà, l'avantage que cela exprime, c'est que grâce à cette commande, le fait de nous aider, ça va conforter votre position et vous serez un fournisseur privilégié. Maintenant, la question, c'est comment est-ce que on amène un élément de preuve par rapport à ça? Ça peut être au montant, en disant, bah, écoutez, on a eu
on n'a passé que 100 000 euros de commande au mois de juin, et celle-là, commande, elle fait 50 000 euros. C'est 50% des commandes que l'on passe en ce moment. Donc, je vous montre en quoi est-ce que pour nous, c'est important et en quoi est-ce que le fait de faire ça, en fait, sur le mois de juin, vous allez devenir notre premier fournisseur grâce à cette commande. Là, j'amène un élément factuel de preuve qui a pour but de vraiment imager chez le fournisseur l'importance et de lui faire assimiler le fait que pour vous, c'est extrêmement important cette commande. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent se lancer sur le sujet? On pourrait aussi très bien le faire en nombre de commandes. Écoutez, on a envoyé 5 commandes au mois de mai sur des projets. Donc, clairement, aujourd'hui, vous êtes un des 5 fournisseurs à qui on va attribuer du business sur cette activité. Un autre argument serait de dire, par exemple, Paul est en train de proposer quelque chose, un autre argument serait par exemple de dire, vous l'avez déjà fait. Vous avez été capable de le faire par le passé et de nous montrer votre réactivité, donc on compte sur vous pour cette situation-là. Élément de preuve, je parle de la commande référence XYZ qui a été envoyée à telle date et livrée à telle date. Ça montre que vous avez été capable de le faire par le passé. D'autres exemples ou pas, ou d'autres idées d'arguments à utiliser par rapport à ça? Donc, alors c'est un peu difficile de se projeter sur un exemple comme celui-ci, mais l'idée c'est vraiment, quand on exprime un argument, de mâcher le travail pour son interlocuteur en lui expliquant quel intérêt il va y gagner et amener un élément de preuve factuelle pour lui amener à le faire. Un élément pourrait être aussi, si vous êtes en négociation en face à face ou via une visioconférence, d'avoir la commande qui est prête et qui est rédigée et de lui dire, regardez, la commande est prête, là, il y a le prix et le délai, il y a juste besoin de me confirmer et je vous l'envoie, elle est à votre nom, la commande, elle est déjà prête. Donc ça peut être aussi un élément de preuve à lui monter pour le faire. Ok. Autre élément important, si vous voulez, et ça a été mentionné plusieurs fois dans le chat tout à l'heure, si vous voulez faire passer vos demandes d'achat en priorité, c'est d'être capable de créer un lien, créer une relation avec son interlocuteur. D'accord? Et pour ça, moi, ce que je vous conseille, c'est d'introduire l'échange. Ne commencez pas de but en blanc à rentrer dans le détail. Allô, monsieur Intel, je vous appelle pour la commande 321015. On a un problème de délai, il faut diviser par 2 le temps. Non. Ou de dire, Madame Michu, j'ai bien reçu votre devis, mais c'est beaucoup trop cher, il faut diviser le prix par 2. Si vous commencez comme ça, vous allez frustrer la personne. Imaginez-vous au téléphone, on vous appelle et on vous dit ça. La sensation que vous allez avoir, c'est un coup de stress, un coup de pression. Vous n'allez pas forcément être dans de bonnes conditions pour pouvoir amener la négociation. Donc, instaurer un climat favorable à l'échange en introduisant la discussion. Comment allez-vous? Comment s'est passée la période? L'idée, c'est pas de passer 20 minutes à parler de ça, mais sur un coup de téléphone qui est censé durer 10 minutes, vous pouvez bien consacrer 2 minutes à l'échange avec votre interlocuteur. Il vous restera 6 minutes pour argumenter et 2 minutes pour conclure. D'accord? Mais 20% du temps qui est consacré à l'introduction, c'est comme quand on est en rendez-vous en face à face, plutôt que d'aller installer les gens directement dans le bureau pour négocier, on va faire un café, on va prendre le temps, la personne arrive, elle s'acclimate, elle se met dans de bonnes dispositions. Si elle est dans de bonnes dispositions, ce sera le meilleur moyen d'obtenir un accord favorable. Sophie dit communication et partenariat, je suis complètement d'accord avec cette démarche. D'autant plus que cette période-là est un bon moyen pour questionner habilement et écouter efficacement. C'est ce que je dis sur le slide, parce que en étant dans cette situation de discussion, comment allez-vous, comment s'est passée la période, elle va naturellement vous dire, la personne, c'était dur, on cherche des commandes, on a du mal, ou de dire, écoutez, c'est terrible, on n'arrive pas à redémarrer, nos fournisseurs n'ont plus de stock, ou de vous dire au contraire, oh là là, on est plein de boulot, on a de la commande par-dessus la tête parce que on fait du matériel sanitaire et que ça a été beaucoup recherché pendant les 4 derniers mois. Voilà. Ça vous permet aussi, vous, de récupérer des informations et peut-être de réajuster votre matrice enjeu-pouvoir que vous avez préparée tout à l'heure. Vous aviez réfléchi en disant, tiens, j'ai du pouvoir et il y a un fort enjeu. Et là, quand elle vous dit qu'elle a beaucoup de demandes, qu'elle n'a pas le temps de s'en occuper, qu'elle n'a pas de stock, votre pouvoir, il est en train de se réduire et peut-être qu'il va falloir adapter votre stratégie en fonction de ça. Donc ça, c'est la première étape. Ensuite, vous rentrez dans l'argumentation. Moi, je vous conseille clairement d'avoir plusieurs arguments qui ont été préparés au préalable avant
de démarrer et de terminer cet appel. Attention cependant, 2-3 éléments sur le démarrage de votre négociation par téléphone. N'hésitez pas à rappeler rapidement et objectivement les points d'accord. Ça fait tant d'années qu'on travaille ensemble. Vous êtes notre partenaire depuis 10 ans. On a confiance en vous. Vous avez une excellente qualité, etc. D'une part, ça revalorise l'image de votre interlocuteur. Et d'autre part, ça évitera qu'il se serve de ces arguments comme d'un faire-valoir en disant bah oui, mais je peux pas réduire mon délai, vous comprenez, nous, on a une image de qualité, on fait attention. Oui, je sais. C'est exactement ce que je vous ai dit en introduction. C'est cette image de qualité qui fait que je vous appelle aujourd'hui et qui fait qu'on travaille ensemble. Hein, le fait de l'annoncer au préalable, ça va vous permettre d'éviter ça. Et idem, capitaliser les points forts du vendeur. Si vous savez qu'ils sont très bons sur les délais, je sais que vous avez l'habitude déjà de livrer sur des délais très courts et je vous en remercie, mais là, j'ai quand même besoin d'un petit effort supplémentaire. Voilà, c'est toujours important de capitaliser là-dessous. Ensuite, on a l'argumentation et on termine sur la conclusion de l'échange. C'est quoi la conclusion de l'échange? C'est à la fin de notre échange, on va essayer de résumer la situation. 2 intérêts à cela. Le premier, c'est dans l'échange avec son interlocuteur, c'est ce qu'on appelle l'effet cliquet. Hein. L'effet cliquet, c'est le principe de la manivelle que vous tournez. Vous savez, ça fait clic, 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 clic. Et quand vous lâchez, il y a un petit loquet qui s'est mis en place et ça vous évite de vous reprendre la manivelle dans la tête. C'est ça l'effet cliquet. Exactement pareil avec la négociation. Quand j'ai terminé ma négociation, je reformule pour que les accords obtenus soient irréversibles. D'accord? Donc, c'est l'effet cliquet. Donc, on est bien d'accord. On s'est dit que exceptionnellement, vous étiez capable de réduire le délai de livraison de 4 semaines à 3 semaines ou de dire, bah, écoutez, vous avez passé dans la liste de toutes les productions à venir la nôtre en priorité et c'est la prochaine à passer sur la table à commande numérique ou de dire, vous êtes capable spécialement pour cette commande de faire un effort et de réduire le prix de 5% pour nous aider à avoir cette commande chez le client. Voilà. Vous le reformulez et vous vous assurez d'avoir l'accord de votre interlocuteur. Hein. L'erreur serait de croire que l'on a obtenu son objectif mais que ce ne soit pas clairement formulé. S'il y a un doute, il n'y a pas de doute. Il faut reformuler pour s'assurer que ce soit bien clair. Vous m'avez dit moins 10%, hein, c'est bien ça, Madame Michu, on est d'accord hein, sur cet objectif-là. N'ayez pas peur, ne croyez pas, dire oh, mon Dieu, il a dit moins 10%, bon, je ne vais rien dire parce qu'au moins j'aurai. Non, 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 non. On pose des choses, on est sur une notion de partenariat. Hein, Sophie insiste beaucoup là-dessus, je suis d'accord avec elle. On se dit les choses ouvertement, on est bien d'accord sur votre capacité à atteindre cet objectif de moins 10%. Voilà. On le fait. Et pour le rendre irréversible, n'hésitez pas à laisser une trace écrite. Hein. Vous faites un mail de synthèse, un rappel en disant merci pour cet échange téléphonique. Donc, je vous confirme notre accord pour la commande à moins 10%, etc., etc. Comme ça, c'est écrit, c'est clair et il n'y aura pas de place possible à des interprétations futures. Deuxième effet cliqué, c'est le REX. REX sont les initiales de retour d'expérience. C'est quoi? Donc, c'est à la conclusion de l'échange, quand vous avez terminé, quand vous avez raccroché avec votre interlocuteur. Prenez 1 minute pour souffler, il y a pu avoir un peu d'émotion pendant la négociation, etc. Et réfléchir, qu'est-ce que j'ai fait pendant cette négociation qui était bien, qui a bien fonctionné, qu'est-ce que j'ai fait qui n'a pas fonctionné. Et ça, c'est un temps que vous devez prendre pour vous investir dans vos compétences, dans votre auto-formation et systématiquement dans ce genre de situation, réfléchir, OK, qu'est-ce que je dois faire pour m'améliorer, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, sur quoi je dois plus travailler pour ma prochaine négociation. Quel est l'argument qu'elle a amené sur lequel je me suis fait piéger parce que je n'ai pas été capable de répondre? Quel argument moi j'ai amené qui devait la transformer l'essai et faire en sorte qu'elle soit d'accord et qui au contraire l'a mis en rage, il ne faudra plus jamais que j'utilise cet argument. Voilà. Prenez ce temps-là, il est important. Et normalement, si vous suivez ces étapes, alors c'est le format du webinaire est assez court, hein, on a parlé de négociation en 45 minutes pour pouvoir vous donner quelques clés pour faire passer vos demandes d'achat en priorité. Vous devriez être capable d'améliorer votre niveau de performance d'argumentaire de négociation pour faciliter les négociations qui vont être un peu difficiles. Premièrement, définir quel est votre objectif, d'accord? Il faut qu'il soit quantifiable, il faut qu'il soit réaliste et savoir si le fournisseur est capable de le faire. Sinon, prévoir un plan B. Deuxième élément, préparer votre négociation. Comment est-ce que je me situe? Est-ce que j'ai du pouvoir? Est-ce qu'il y a de l'enjeu? Et le pouvoir, il y a 7 composantes du pouvoir. Donc, regardez bien les 7 composantes, essayez de faire la balance pour voir comment vous vous positionnez. L'enjeu, c'est quelles conséquences si ma négociation échoue. Une fois que vous voyez que ça vaut le coup d'aller négocier parce que vous avez du pouvoir, parce qu'il y a de l'enjeu, etc., préparez vos arguments. Parce que s'ils sont prêts, hein, c'est comme quand si vous devez aller chasser avec un arc,
Si vous, à chaque fois que vous voulez tirer une flèche, il faut prendre la flèche, la tailler, mettre une plume, la mettre dans le carquois et tirer, vous n'allez jamais rattraper de gibier. Si vous partez avec un petit carquois avec 4-5 flèches et que vous allez chasser avec ça, bah, vous aurez forcément beaucoup plus de chances de ramener à manger à la maison. Donc, le fait de préparer sa négociation, d'avoir ses flèches qui soient prêtes, etc., ça c'est important. Hein. L'exemple que je préfère utiliser, qui est beaucoup plus parlant que celui des flèches, c'est une bataille de boules de neige. Si vous faites une bataille de boules de neige et que vous avez préparé à l'avance 5-6 boules de neige, bah, dès qu'on commence, tac, 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 vous êtes beaucoup plus réactif et beaucoup plus capable d'atteindre vos cibles que si bah, ça commence, vous vous baissez, vous faites une boule de neige et vous êtes en train de tirer cette boule de neige que vous en avez déjà reçu 3 ou 4 de la part de vos copains. Donc voilà, on prépare ces arguments à l'avance et on les exprime en utilisant la méthodologie APB. Avantage, preuve, bénéfice. On introduit l'accord, ça c'est le quatrième élément important de pour faire passer cette demande d'achat en priorité. Vous démarrez 20% du temps, 2 minutes si c'est un appel de 10 minutes pour prendre des nouvelles, pour comprendre, et vous en profitez pour récupérer de l'information. Et 2 minutes à la fin pour conclure, rendre irréversibles les accords, prendre du temps pour vous pour dire qu'est-ce que j'ai bien fait, est-ce que j'ai pas fait, et surtout dire bon bah écoutez, je vous remercie, j'espère que ça va aller, on compte sur vous, on se rappelle dans 15 jours pour faire un point sur votre situation, vous me dites que vous avez des problèmes de trésorerie, je vais en parler avec le DAF, on va voir si on peut pas libérer quelques factures en avance, etc. Voilà, toujours comme vous avez introduit l'échange, vous essayez de le conclure de cette manière-là. Voilà pour cette présentation. Je vous remercie en tout cas d'avoir été présent et d'avoir participé, en tout cas écouté là-dessus. On va rentrer dans un deuxième temps qui est un temps de questions et réponses. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je m'appelle Emmanuel Monlot. La société pour laquelle je travaille s'appelle FCA, Formation, Conseil, Achat. Et vous avez ici mon LinkedIn. Donc, en cliquant, vous devriez être capable de me demander en contact sur LinkedIn. Je vais faire apparaître un petit lien là sur lequel vous pourrez cliquer pour le faire. Et donc, je vous invite dans ce laps de temps à préparer vos questions pour que je puisse y répondre dans la synthèse de questions-réponses. Ok, vous avez une petite bannière qui est apparue en haut du chat. Là, si vous souhaitez me demander en contact sur LinkedIn, je publie 1 à 2 fois par semaine des contenus, des articles, des outils qui sont utilisables dans des situations, soit de négociation, d'analyse des risques, bref, tout le contenu, achat, approvisionnement, gestion de stock que doit avoir et connaître un acheteur. Allez-y, utilisez le mode questions-réponses pour poser vos questions et on va commencer avec une question de Fanny qui est comment utiliser la preuve dans une nouvelle négociation. Et Fanny, c'est une excellente question. C'est pour ça que j'ai pas voulu y répondre tout à l'heure, mais que je prends le temps d'y répondre maintenant parce que cet élément de preuve, c'est ce qui va faire la différence entre un argument et une requête qui a un argument très solide qui va faire mouche à tous les coups. Donc, c'est assez important justement de le faire et de le préparer et de réfléchir à cet élément de preuve. Je vais vous donner un exemple qui va peut-être vous parler, mais si votre chef vous dit bah, écoutez, je suis désolé, je ne peux pas t'augmenter cette année, bah, ça va mal passer ou ça va être un peu compliqué de dire bah non, en fait, je ne comprends pas pourquoi. Si par contre, il vous montre vos objectifs, ben voilà tes objectifs, on avait dit ça, ça, ça et ça, et tu as obtenu aucun des 4 objectifs qu'on s'était fixés. Moi, dans ces conditions-là, je ne peux pas t'augmenter cette année. Là, forcément, l'argument a beaucoup plus de poids parce qu'on est capable d'amener un élément de preuve. Alors là, je réponds indirectement à la question de Fanny, juste pour montrer l'importance de l'élément de preuve dans la négociation. Et c'est toute la difficulté, Fanny. C'est comment est-ce que je trouve, comment est-ce que j'invente un élément de preuve pour pouvoir amener ce sujet-là. Et c'est ce qu'il va falloir faire, c'est ce qu'il va falloir réfléchir et vous poser la question systématiquement, quel élément de preuve je peux amener? Alors, un élément de preuve que l'on peut amener dans une négociation avec un nouveau fournisseur, c'est peut-être le niveau de prix du fournisseur actuel.
Alors après, pour certaines en termes d'éthique ou en termes de confidentialité, on ne souhaite pas montrer le prix du fournisseur A au fournisseur B, mais vous pouvez montrer, voilà le chiffre d'affaires que je fais aujourd'hui sur cette activité-là. Vous pouvez montrer votre écran sur votre ordinateur. Vous pouvez montrer vos KPIs auprès de votre fournisseur. Voilà. C'est à vous d'inventer des éléments pour avoir un élément de preuve qui soit suffisamment solide. Cet élément de preuve, il peut aller jusqu'à pour montrer à un fournisseur que vous êtes en train de travailler à une source alternative et qu'il a intérêt à faire un effort sur ses prix ou sur ses délais, sinon vous allez passer de ce fournisseur vers un nouveau fournisseur. Ça peut être de laisser traîner des échantillons du concurrent dans l'usine, puis quand vous faites un petit tour avec lui dans l'usine, sur votre bureau, dans la salle de formation, que votre interlocuteur vous dise attends, mais ça, c'est pas mes pièces, ça, je les reconnais pas. Oui, je vous ai dit qu'on vous ait testé d'autres solutions. C'est bien la preuve que c'est le cas. Hein. Moi, quand je vous dis ça, je suis pas en train de l'inventer, mais c'est la réalité. Donc, tout l'enjeu va être justement de trouver et d'inventer ces éléments de preuve sur le sujet. Ça peut être d'utiliser la commande client ou un mail que vous avez reçu du client qui vous dit « Regardez, je ne suis pas en train de l'inventer. Le client nous a bien écrit noir sur blanc. Si il n'a pas ces éléments dans 4 semaines, il annule la commande. » Voilà, là, j'ai un élément de preuve à montrer et à prouver au sujet. Fanny, est-ce que ça répond à ta question? N'hésite pas à utiliser le chat pour confirmer ou infirmer ou poser une question complémentaire. Les autres, si vous avez des questions sur ce sujet ou des situations particulières que vous vivez, sur lesquelles vous avez du mal justement à faire passer votre demande d'achat en priorité et pour lesquelles vous souhaitez mettre à contribution Stéphane, Sophie, Sébastien, Paul, Olivier, Marie, Jean-Michel, Fanny, Aurélia, moi, Xavier, etc. Voilà, n'hésitez pas, posez vos questions. On en profitera pour y travailler, pour y réfléchir tous ensemble. Donc Fanny dit ouais, j'avais déjà des éléments avant, mais ça complète bien, super. Écoute, très heureux que ça puisse aider, mais j'insiste sur la pertinence de l'élément de preuve et du bénéfice. Exprimer son bénéfice au-delà de ça, même si ça vous semble évident, le fait de le dire dans l'esprit de votre interlocuteur, vous lui pré-mâchez le travail et tous ceux qui ont fait des études, qu'elles soient socio, psycho, etc., montrent que le fait d'exprimer le bénéfice clairement facilite l'intégration par son interlocuteur et lui donne envie d'atteindre cet objectif-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres situations, des situations propres? Peut-être si vous voulez nous parler d'un cas particulier, un de vos fournisseurs, sans citer son nom, mais juste en expliquant la situation. On doit même pouvoir vous donner la parole. Il faut voir avec Youssef pour pouvoir le présenter. Alors, Fanny, tu demandes si on peut avoir l'audio du webinaire. Il va y avoir un replay du webinaire. Donc, le webinaire a été enregistré et on partagera. Alors, je partageais moi sur ma page LinkedIn notamment, mais le TESAM le partagera aussi très certainement sur ses réseaux sociaux pour le faire.